voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 21 juin. Merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et au programme aujourd'hui, notre chronique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Et aujourd'hui, nous allons aborder le visa O1 destiné à ceux qui ont des habilités extraordinaires. On va développer sur le sujet. Et puis en seconde partie, Marc Delenclos, le graphiste, me rejoindra pour nous donner tous ses conseils pour dépoussiérer et donner un bon coup de jeune à votre communication visuelle. Ne bougez pas. Juste avant, la météo avec une alternance de nuages et d'éclaircies aujourd'hui dans le sud de la Floride. Côté Mercure, il fait actuellement 28 degrés sur Hollywood et on attend 31 degrés au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous Matin et tout de suite notre chronique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Aujourd'hui, nous abordons le visa O1 qui est destiné à ceux qui ont des habilités extraordinaires et ou qui auraient reçu un prix. C'est bien ça. Tout à fait. Alors le visa O1, c'est un visa qui a beaucoup de malentendus avec les clients. Souvent, les gens téléphonent et vont nous dire « Je suis un artiste, je veux faire un visa O ». On a tendance à croire qu'on parle du visa d'artiste, alors que finalement, non, ce n'est pas ça. Beaucoup de gens parlent du visa d'artiste. Effectivement, des artistes peuvent appliquer pour le visa O, mais ça peut être des coiffeurs, ça peut être des chefs, ça peut être des maquilleurs professionnels. Tous les gens qui ont atteint un niveau au-dessus de la moyenne dans leur métier, dans leur domaine d'expertise, peuvent avoir un visa O. Il y a certains critères que nous allons discuter, mais un point important par rapport aux consultations que je reçois, les appels que je reçois, le visa O est un visa de travail. Ce n'est pas une carte verte. Donc il ne se suffit pas à lui-même, on est obligé d'avoir un sponsor, c'est ça pour… Il faut avoir une offre d'emploi. Il faut avoir une offre d'emploi dans une société où la personne ne contrôle pas. Le bénéficiaire du visa O ne peut pas avoir de contrôle dans la société. Ça veut dire moins de 50% de parts parce que c'est vraiment un visa de travail. Ce n'est pas un visa pour gérer. Alors, c'est un malentendu. Comme je le dis, les clients en parlent souvent. Ils pensent qu'ils peuvent arriver aux États-Unis. Moi, je suis un artiste de haut niveau. Je vais avoir ce visa et chercher du travail par la suite. C'est ça. Je suis un chef cuisinier, je vais aller travailler dans les restaurants, j'ai de la presse sur moi, je veux avoir le visa O. Non, vous devez avoir une offre d'emploi.
Et du coup, il y a des critères, c'est ça? Il faut qualifier pour certains critères afin de l'obtenir. Alors, le visa O, dans tous les visas de travail, c'est le visa le plus élevé. Alors, vous avez le visa que nous avons parlé, H1B, vous avez des visas de travail réguliers, mais le visa O, c'est vraiment pour les gens qui ont atteint un certain niveau dans leur domaine d'expertise. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui a gagné un prix, comme un prix Nobel, un Oscar, un Grammy. À ce moment-là, vous devez prouver seulement ce prix-là, parce que c'est quelque chose de très haut niveau. Pour ceux qui n'ont pas gagné un prix, comme un prix Nobel, par exemple, il faut prouver 3 critères sur 6. Alors, les 3 critères, ils sont très simples. Il faut les documenter. Alors, par exemple, il faut avoir de la presse sur la personne. Beaucoup de gens ont la difficulté avec la presse parce qu'il faut que la presse décrive les aptitudes extraordinaires de l'employé et non pas un concept qu'ils ont établi ou un restaurant qu'ils ont géré. Oui. Il faut que ça soit sur eux en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant que professionnel de haut niveau. Donc ça, c'est un critère. Parce que ce visa-là s'applique non seulement aux artistes, parce que c'est souvent ce que les gens pensent, que c'est que les artistes. Oui. Ça peut être des hommes d'affaires, ça peut être des athlètes professionnels, ça peut être des gens qui travaillent dans le domaine de l'aide, par exemple, de visa O, ça peut être dans l'éclairage, dans la production, ça peut être même des gens qui sont derrière l'artiste, mais à un très haut niveau. Donc ça reste assez large quand même, il y a beaucoup de catégories qui peuvent qualifier. Et au niveau des critères, vous parliez de 3 sur 6, est-ce qu'on peut énumérer les 6 brièvement? Alors vous avez le prix, d'abord ça c'est le numéro 1, c'est le prix, un prix Nobel, un Grammy ou un Oscar. Après vous avez la publication, ça veut dire si les gens ont eu de la presse sur eux, mais ça doit être de la presse sur leur capacité nationale ou spécialisée. Ça ne peut pas être de la presse locale. Alors ça encore, c'est un point difficile. Après, ça peut être reconnu par des associations ou des organismes très importants. Alors en tant qu'un lead, ça veut dire avoir eu un rôle important dans ces organismes. Dans une association. Ensuite, ça peut être également dans les critères, ça peut être ceux qui ont donné une contribution, qui ont apporté, ils ont inventé quelque chose, ou ils ont apporté un savoir-faire à une société reconnue par le monde dans leur domaine. Et ça peut être aussi des gens qui ont gagné des très hauts salaires à comparer des autres. Alors, il y a toujours des comparaisons à faire. C'est ça qui est un peu difficile. Est-ce que le salaire du coiffeur, qui est reconnu au niveau international, est plus élevé que le coiffeur normal? Il faut faire des recherches dans tous ces domaines. Et c'est un visa qui est demandé de l'intérieur des États-Unis. Et c'est ça la procédure, ça se passe comment pour l'obtenir, pour demander ce visa? C'est un visa qu'une fois que la personne a trouvé l'employeur qui veut bien le parrainer, que nous avons déterminé qu'il a au moins 3 sur 6 critères, ou le prix, la demande est préparée de l'intérieur des États-Unis, c'est envoyé avec des frais d'immigration. Il y a la possibilité de payer un premium de toujours pour accélérer la procédure. de 1 225 $ pour qu'il puisse obtenir la réponse en 15 jours. Ça, c'est fait de l'intérieur des États-Unis. Il y a les frais d'immigration réguliers. Une fois l'accord de l'immigration aux États-Unis, là, il faut qu'ils passent par l'ambassade, sauf les Canadiens. Les Canadiens, quand ils ont l'approbation, ils peuvent rentrer directement aux douanes. Il n'y a pas besoin de passer par l'ambassade. Il n'y a pas d'émission de visa laminé dans les passeports comme les autres pays. Alors ensuite, il faut aller quand même à l'ambassade. C'est un visa qui est valide la première fois pour 3 ans. Donc dès qu'on l'obtient, on a le droit de travailler 3 ans, mais comme on a un employeur, on est quand même... on doit rester avec cet employeur, c'est ça? C'est ça. Ils ne peuvent pas aller travailler pour d'autres personnes. C'est un problème assez courant avec les top modèles, par exemple. Les top modèles vont faire des visas pour des agences de mannequins, mais ils ne peuvent pas aller travailler pour n'importe quelle agence. Et là, c'est un problème que nous trouvons assez souvent. L'agence peut les envoyer travailler ailleurs, mais ils sont toujours tenus de travailler pour l'agence et d'être payés par l'agence. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un visa qui est très, très utilisé dans le domaine de la mode, dans le domaine de la mode et dans le domaine, comme nous parlons, des arts. Moins dans le domaine du business, parce que c'est moins connu qu'un homme d'affaires qui a monté une société en bourse, par exemple, pourrait demander un visa O. Dans le domaine des affaires, les gens sont moins au courant. Les athlètes professionnels, ils sont au courant, comme les joueurs de tennis, les joueurs de golf. Nous avons aussi qui prennent le visa O, qui est un petit peu au-dessus du visa P, qui est un visa d'athlète que je sais que nous n'avons pas encore discuté aujourd'hui, parce que c'est eu des consultations à ce sujet la semaine dernière. Alors, vous avez le visa O qui est un peu plus élevé que le visa P, qui est un visa d'athlète, mais les athlètes professionnels peuvent faire un ou l'autre. Alors, c'est un peu différent. Donc, valable 3 ans, renouvelable pour un an. Est-ce qu'on peut déboucher sur une carte verte ou pas?
Alors, le renouvellement, avant de répondre à cette dernière question, le renouvellement est fait que pour 1 an et il faut expliquer à l'immigration qu'est-ce que la personne va apporter de plus pendant 1 an à cette société. Alors, ce n'est pas à reprouver tous les éléments que la personne a une capacité extraordinaire. C'est beaucoup plus simple. Alors, les renouvellements sont très simples. Les gens n'ont pas trop à s'inquiéter. Et c'est un visa qui emmène souvent à la carte verte. Alors, c'est parce que c'est un très haut niveau. Et la carte verte, le EB1, qui est pour aptitude extraordinaire, c'est le visa, c'est la carte verte qui va être après le visa O. Alors, ce que je dis souvent aux clients, c'est que vous n'avez pas assez pour faire une carte verte avec les aptitudes extraordinaires. Commencez par le visa O si vous avez une offre d'emploi. Après, ils peuvent continuer à travailler sur leur renommée et essayer d'atteindre une renommée nationale ou internationale. Alors, la différence principale entre le O1 et le EB1, c'est que la renommée doit être beaucoup plus élevée pour la carte verte. La renommée pour la carte verte doit être nationale ou internationale. Et pour le O1, c'est au-dessus de la moyenne, qui est les critères qu'on demande pour prouver. Le O1 est un peu moins élevé que le EB1. Donc, progressivement, il se dirige vers un EB1. Les gens peuvent le faire, ils peuvent travailler pour se diriger vers le EB1. Moi, ce que je fais avec les clients, c'est que je vais leur dire, vous avez assez pour faire le O1. Après, maintenant, regardez, vous pouvez faire ça ABC pour atteindre la carte verte. Mais ce n'est pas une obligation. Des gens pensent que c'est une obligation de passer par le O pour atteindre la carte verte, ce qui n'est pas le cas. Et donc, du coup, il y a plusieurs catégories. Il y a le O1A, O1B, c'est ça? Donc, le O1A, c'est pour sciences, éducation, business et sport. Et le O1B, c'est pour les arts. Pour les arts. Il y a également le O2, donc ça c'est un petit peu particulier, c'est pour le personnel accompagnant, vous définissez ça? C'est pour le personnel accompagnant de la personne qui détient le visa O1. Donc avec des capacités quand même particulières, ça ne peut pas être… Des gens qui travaillent déjà avec l'artiste. Et un point important que nous n'avons pas mentionné, c'est que l'époux ou l'épouse de la personne qui a le O1, un O3, en O3, pas le droit de travailler, que le droit de résider aux États-Unis. Donc pas de travail, ils accompagnent simplement. Oh, c'est ça. Si on souhaite avoir quelques précisions sur ce visa O1, on peut vous contacter comment, Maître Marcel Poirier? Alors, toujours au cabinet. Vous pouvez me joindre sur mon site internet marcelpoirier.com ou par téléphone à 305-854-4445. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le visa O1. On reparlera dans une prochaine émission du visa P, finalement. Vous l'avez un petit peu évoqué, on en parlera prochainement. Merci beaucoup, Maître, et à la semaine prochaine. Merci, Grégory. Et nous, on se retrouve juste après ça, ne bougez pas. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate d'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse.
Pour tout renseignement, contactez Tony Gauthier par mail à eventpartymiami@yahoo.com ou par téléphone au 786 203 2858. Et merci de regarder Rendez-vous Matin. Et pour cette seconde partie, nous allons parler création de sites internet et de support de communication avec Marc Delenclos. Bonjour Marc. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes graphiste ici dans le sud de la Floride depuis quelques années. Votre compagnie s'appelle Seven Spirit. C'est ça. Et du coup, on va parler un petit peu donc de graphisme, de votre métier. En quoi consiste votre métier tout d'abord? Alors je suis graphiste depuis maintenant presque 15 ans. Graphiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre des concepts visuels, c'est-à-dire rendre visible et lisible sur un support de communication, une idée ou un concept. Et du coup, les supports, ça peut être quoi par exemple? Alors ça peut être ce qu'on appelle du print, c'est-à-dire tout ce qui est impression, des flyers, un catalogue, une carte de visite ou une brochure. Et tout ce qui est web, c'est-à-dire un site internet ou une newsletter. Et du coup, quand on parle en fait de communication, quand on parle de graphisme, on se doute qu'on n'arrive pas comme ça par hasard, ça débute d'une passion? Alors oui, dans mon cas, on va dire, c'est né il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé mes études universitaires. On avait un projet commun et on a dû créer une affiche. Mais bon, comme on n'avait ni les moyens ni les outils, on est allé voir un imprimeur graphiste. Et donc on lui a dit ce qu'on avait besoin et on était tous les 5 autour et on a vu l'affiche se créer devant nous. Et c'est allé très vite. Et moi, ça m'a beaucoup impressionné. Et ça a sûrement influencé quelque part la suite de mes études parce que j'ai suivi derrière un master en communication. Ouais. Et mon tout premier stage, ça a été webmaster dans un groupe international. C'était du transport maritime, mais c'était quelque chose d'institutionnel très, très corporate. Donc ça a commencé comme ça. Et qu'est-ce qui vous plaît finalement dans le graphisme, dans la communication? Alors, ce qui me plaît, c'est déjà, comme c'est du graphisme, on a son écran, mais il y a toujours un client qui est derrière, qui a une demande. Donc il y a une relation client qui se crée, on rencontre ces personnes. Et ce qui est bien, c'est d'avoir, on va dire, un problème ou un concept. Et on va apporter une solution. Ouais, donc c'est vraiment ça, c'est trouver la solution pour satisfaire le client. Il y a des qualités à avoir forcément pour être graphiste. Quelles sont ces qualités? Alors la qualité principale, c'est l'écoute. Ouais. Comme je disais, quand on a un client en face, il va venir avec sa demande. Nous, notre rôle, c'est d'écouter, c'est de décortiquer le problème pour bien comprendre quel va être l'objectif, pour ne pas nous imposer notre vision ou notre style. Mais forcément, vous êtes un peu obligé parce que le client va arriver avec des idées et vous êtes professionnel du métier, vous vous dites, bon, il va droit dans le mur ou ce qu'il demande, c'est un peu passé, c'est pas c'est pas trop la mode. Alors on écoute bien parce que le client est professionnel, donc il sait ce à quoi il se confronte. Ouais. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de bien écouter pour éventuellement réorienter, pour justement éviter de dépenser là où il n'y a pas besoin de dépenser, ou bien par exemple, si le client veut absolument un catalogue imprimé, est-ce qu'un catalogue imprimé c'est la bonne solution? Ou bien c'est peut-être de passer par le web où on n'aura pas tous ces coûts d'impression. J'avais un client une fois qui avait un restaurant qui voulait un site internet avec une galerie photo très sophistiquée, une recherche, avoir tous ces events en ligne. Je dis, attendez, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. On a Facebook, vous ouvrez un compte Facebook et on fait un simple lien. Sinon, ça va. C'est beaucoup de temps de développement, de design. Nous, on peut le faire, mais ce n'est pas dans l'intérêt du client. On travaille toujours dans l'intérêt du client parce que c'est vraiment ce qu'on veut, c'est avoir une satisfaction 100%. Et donc du coup, à chaque fois que vous créez un nouveau projet, donc vous écoutez, c'est l'écoute à la base, c'est ça. La demande du client, et après c'est un côté créatif, l'inspiration, on la trouve où? Alors l'inspiration, moi je la trouve, dans mon cas, c'est à 90% c'est Internet. Ouais. Internet c'est quand même une énorme ressource d'information et d'inspiration. Il existe des sites,
des blogs, des applications smartphone. Et on va feuilleter tout ça, on va consulter tous ces sites. Et puis on va trouver des dessins, on va trouver des mises en page nouvelles, des choses que d'autres graphistes font dans d'autres domaines qui peuvent être pas du tout liés avec ce qu'on recherche, mais on va trouver peut-être une typo ou une combinaison de couleurs qui va nous appeler quelque chose et on va la réutiliser ou peut-être pas dans le prochain projet, mais dans un projet futur. On garde dans un coin de tête et on garde dans un coin de tête. Voilà. Ce qui est important, c'est de stimuler toujours cette créativité parce que ça revient à un moment donné. Et comment on fait justement pour ne pas tomber dans la répétition? C'est-à-dire que quand on trouve un logo ou un concept ou une couleur ou une police qu'on affectionne, on trouve que ça rend bien au visuel, comment on fait pour ne pas tomber dans la répétition en fait finalement et pour ne pas la décliner à tous les clients Eh ben justement, il faut regarder d'autres choses. Quand on a un concept qui marche, il ne s'agit pas non plus de réinventer la roue à chaque fois. Un concept qui marche, on peut le réutiliser. Maintenant, il faut l'adapter et pour ça, chaque client a une identité individuelle, personnelle, un branding, ce qu'on appelle, donc un logo différent. Si vous avez deux clients qui ont un restaurant ou autre chose, ils vont avoir des couleurs différentes, ils vont avoir des thèmes différents. Donc forcément, on peut reprendre un concept, mais au résultat, ça va être totalement différent. En changeant la couleur ou on va changer plein de choses. Un flyer, on ne va pas réinventer la roue. Il y aura toujours la présentation peut-être d'un service ou d'un produit. Sur un nouveau flyer, on aura peut-être un même produit, mais avec une présentation différente. Et finalement, votre métier, il a différents aspects. Vous ne faites pas la même chose? Alors, on fait comme je vous disais, on a le print et le web. Ça, c'est on va dire le cœur du graphisme. Maintenant, moi, j'ai la chance d'avoir une agence de marketing digital et quand on propose un service complet, on se doit d'apporter des services complémentaires. C'est-à-dire que moi, je vais faire toute la partie créative, que ce soit un développement de site internet, du web design ou le développement d'un flyer ou d'un catalogue. Maintenant, quand on a un site internet, c'est bien d'avoir un beau site. Maintenant, il faut qu'on puisse le trouver. Donc, on va faire du référencement, la gestion de réseaux sociaux, tout ça. Donc ça, par contre, comme je dis, il faut faire ce qu'on sait faire le mieux et ensuite avoir d'autres personnes compétentes. Moi, j'ai des collaborateurs. Vous n'êtes pas tout seul dans l'affaire. Je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres associés, il y a d'autres personnes. J'ai des collaborateurs, j'ai une personne qui s'occupe du marketing, du référencement et une autre personne qui s'occupe de la gestion des réseaux sociaux. Mais finalement, vous devez quand même garder un œil sur tout pour la continuité du projet. Impérativement, bien sûr. Et on va prendre un cas concret en fait, d'un client qui vous démarche pour sa communication visuelle. Donc au début, il y avait une écoute, on l'a entendu. Vous essayez également de l'aiguiller dans ce qui est utile, dans ce qui n'est pas utile. Bon, et quand vous avez tout écouté, quand vous avez tout renoté, tout noté ce qu'il fallait faire, vous passez à l'action et vous lui présentez un premier projet. C'est ça? Alors voilà, déjà il y a une longue phase d'écoute, il y a un entretien, donc c'est bien de rencontrer la personne, même si c'est sur Skype ou même par email. On a des questionnaires selon ce sur quoi on va travailler. Et puis après, donc, on rentre dans la phase créative, donc on va chercher notre inspiration un peu partout. On va créer des propositions qu'on va proposer. Donc plusieurs propositions. Alors que sur un modèle. Alors ça dépend des supports, parce qu'il y a des supports où il y a un gros travail pour faire juste une seule proposition et on travaille généralement sur ce qu'on pense être le mieux et le plus adapté. Donc à part sur certains supports, on va proposer généralement une proposition et à partir de là, le client va nous faire ses retours et on va modifier, on va corriger, on va réadapter peut-être une couleur, une typo. C'est ça, donc finalement même si le client n'est pas très réceptif au projet ou à la proposition, vous adaptez à chaque fois. On pourra toujours corriger. De toute façon, tant qu'on n'est pas, si on est sur du web, c'est tout modifiable et tant qu'on n'est pas parti en impression, on peut faire les modifications. Donc on est là pour s'adapter et rendre le client satisfait. Et grosso modo, en fait, en combien de temps, faut compter combien de temps pour réussir à avoir une communication visuelle, du moment où on vous contacte jusqu'au moment où on a les cartes de visite, le site ou je sais pas. Alors ça va dépendre. Généralement, il faut compter à partir d'une semaine parce qu'il faut d'abord intégrer le brief,
faire la phase créative. Mais après, ça dépend si vous voulez juste un logo ou un flyer ou un site internet, c'est ce qui est beaucoup plus long. Ouais. Le temps est très… Et sinon, ça peut être rapide quand même. Ça peut être rapide, bien sûr. Et Marc, du coup, pour vous contacter, si on souhaite changer sa communication visuelle? Alors, il faut passer par le Seven Spirit, le site Seven Spirit, www.7 le chiffre 7 spirit, spirit.com. Vous avez un numéro de téléphone également? 954 579 4833. Tout ça s'affiche en bas de l'écran. Parfait. Merci beaucoup Marc d'être venu sur notre plateau. À très bientôt. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Et puis n'hésitez pas à réagir également à cette émission, à poser toutes vos questions sur notre mail floride.tv@gmail.com. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9 h. Très bonne journée. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine